Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ingénu. Il s'agit d'une œuvre de Voltaire parue en 1767, considérée généralement comme un conte ou roman philosophique. Saint Dunstan part d'Irlande et s'établit à Saint-Malo, où il fonde le prieuré de la Montagne. Le prieur, nommé l'abbé de Kercabon, se promène avec sa sœur Mademoiselle de Kercabon. Ensemble, ils parlent des morts de leurs frères et de leur belle-sœur alors partis au Canada. Un jeune homme débarque d'un navire anglais et se présente à l'abbé de Kercabon et à sa sœur. Le jeune homme est venu dans le simple but de découvrir les côtes de France et dit être huron. Mademoiselle de Kercabon invite le jeune homme à souper au prieuré. La nouvelle de la présence du huron au prieuré fait venir l'abbé de Saint-Yves, sa sœur, le bailli, le receveur des tailles et leurs femmes. Tous sont admiratifs du jeune homme et le questionnent. Le jeune homme est surnommé l'ingénu puisqu'il dit toujours ce qu'il pense et qu'il fait tout ce qu'il veut. Il dit avoir été en Angleterre puisqu'il a été fait prisonnier et qu'il a voulu voir du pays. Il dit parler très bien le français, car il l'a appris durant sa jeunesse et qu'il s'est perfectionné auprès d'un huguenot en Angleterre. Au fil de la conversation, les invités témoignent de plus en plus d'admiration au Huron. Mademoiselle de Kercabon lui demande comment on dit faire l'amour en Huron et Mademoiselle de Saint-Yves lui demande comment on fait l'amour chez les Hurons. Il dit qu'il n'a eu qu'une seule maîtresse en Huronie, Mademoiselle Tabacaba, une femme pour qui il a assommé un homme qui a tué un lièvre à sa place. Cette femme est maintenant morte, mangée par un ours. En apprenant que le Huron n'a pas la même religion que la leur, les invités veulent le baptiser. Le Huron est contre ce projet, puisque chez lui on ne force pas une personne à se convertir. Chacun va se coucher et l'ingénu est mené à une chambre. L'ingénu se réveille au chant du coq. Afin de remercier le prieur et sa sœur de leur accueil, l'ingénu leur donne un talisman qui consiste en 2 portraits qui proviennent du mari de la nourrice qui aurait dépouillé des Français au Canada. Le prieur reconnaît les visages de son frère et de sa belle-sœur. L'ingénu n'a connu ni son père, ni sa mère. Le prieur remarque que l'ingénu ne ressemble pas à un Huron et pense que les parents du jeune homme sont son frère et sa belle-sœur. Alors que les Anglais repartent sur leur bateau, l'ingénu décide de rester sur place. Le prieur et l'abbé de Saint-Yves veulent le faire baptiser. On s'intéresse aux capacités intellectuelles et aux livres lus par l'ingénu. Nous apprenons qu'il n'a jamais lu la Bible. L'ingénu est habillé par un tailleur. Mademoiselle de Saint-Yves n'a que Dieu pour l'ingénu. Le prieur souhaite baptiser l'ingénu, le faire entrer dans les ordres et espère qu'il lui succédera. L'ingénu a la capacité de vite apprendre et d'avoir une très bonne mémoire. Le prieur lui fait lire le Nouveau Testament. L'ingénu souhaite devenir chrétien et veut se faire circoncire. Le prieur parvient à le persuader de plutôt se faire baptiser. Le prieur pousse l'ingénu à se confesser, puisque selon Jacques le Mineur, il faut confesser ses péchés les uns aux autres. L'ingénu se confesse auprès d'un récollet, mais exige qu'à son tour le récollet se confesse. Le jour du baptême, l'ingénu est introuvable. Mademoiselle de Kercabon et Mademoiselle de Saint-Yves le trouvent par hasard au milieu d'une rivière. Elles décident d'observer la scène. Le prieur et l'abbé demandent à l'ingénu ce qu'il fait là. L'ingénu répond qu'il attend qu'on le baptise, puisqu'il pense que c'est ainsi que l'on baptise les gens comme il a appris dans les livres. Même si les autres lui disent que l'on ne procède plus ainsi, l'ingénu s'entête dans son idée. Mademoiselle de Kercabon charge Mademoiselle de Saint-Yves de raisonner son neveu. En quelques mots, elle parvient à le convaincre. Lors du baptême, Mademoiselle de Saint-Yves devient la marraine de l'ingénu. A lieu ensuite un grand dîner, lors duquel l'ingénu échauffé par le vin fait de rentre-dedans à Mademoiselle de Saint-Yves. L'ingénu est comparé à Hercule, qui selon le jésuite a changé 50 filles en femmes en une seule nuit durant son 13e travail. Après le départ de l'évêque, l'ingénu avoue ses sentiments à Mademoiselle de Saint-Yves. Cette dernière lui conseille d'en parler à son oncle et à sa tante, tandis qu'elle en parlera à son frère. L'ingénu ne comprend pas pourquoi il a besoin du consentement d'autrui. Le lendemain, l'abbé de Kercabon dit à l'ingénu qu'il aimerait qu'il devienne sous-diacre et qu'il prenne sa place au prieuré. L'ingénu est prêt à tout accepter du moment qu'il se marie avec Mademoiselle de Saint-Yves. L'oncle lui révèle qu'il ne peut pas se marier avec cette femme, car elle est sa marraine. L'ingénu remarque qu'il n'a rien vu de tel dans le Nouveau Testament et menace de se débaptiser si on le prive de Mademoiselle de Saint-Yves. Sa tante dit que cela pourrait être possible si l'ingénu s'adresse au pape. L'ingénu ne comprend pas pourquoi il doit demander la permission d'un homme qui demeure loin de lui et qui ne parle pas la même langue. L'ingénu s'en va afin de parler à l'abbé de Saint-Yves pour se marier à Mademoiselle de Saint-Yves dans la journée. L'ingénu se précipite dans la chambre de Mademoiselle de Saint-Yves et souhaite faire l'amour avec elle. Cette dernière se défend, ce que l'ingénu ne comprend pas puisqu'elle lui a promis il y a peu le mariage. Il ne se calme qu'après l'arrivée de l'abbé de Saint-Yves. L'ingénu pense agir dans son bon droit puisqu'il se soumet à la loi de la nature.
L'abbé tente de lui faire comprendre que la loi positive doit passer avant celle de la nature. Mademoiselle de Saint-Yves parvient à faire en sorte que l'ingénu reparte chez lui. L'abbé de Saint-Yves consulte le bailli qui lui conseille de placer sa sœur dans un couvent. Le lendemain, lorsque l'ingénu revient chez Mademoiselle de Saint-Yves, il apprend qu'elle a été placée dans un couvent et qu'il ne pourra pas la voir. L'ingénu a l'intention d'aller brûler le couvent afin d'y enlever sa belle. Alors qu'il se promène au bord de la mer, les Anglais arrivent, ce qui fait pousser des cris aux habitants. Le commandant de la milice lui dit que si les Anglais arrivent, c'est car ils envisagent de faire de mauvaises actions. L'ingénu monte sur le navire des Anglais, mais il ne parvient pas à savoir quel est leur véritable dessein. Il décide de se battre contre eux et d'aider les bas-bretons. Il se joint à la milice et ensemble ils parviennent à repousser les Anglais. L'ingénu enrôle des jeunes gens afin de délivrer sa maîtresse, mais la troupe est rattrapée en cours de route et l'ingénu est ramené chez lui. Le prieur décide que son neveu devienne, non plus sous-diacre, mais officier. L'ingénu est envoyé auprès du roi, pour y recevoir le prix de ses services. Le jeune homme pense demander au roi la main de Mademoiselle de Saint-Yves. L'ingénu arrive à la ville de Saumur qui est quasi déserte. Dans une hôtellerie, des protestants disent fuir leur patrie, car on veut les forcer à reconnaître le pape. Depuis la révocation de l'édit de Nantes, des familles sont soit fugitives, soit converties. Le roi s'est mis à dos des protestants qui auraient pu le servir, mais qui au final ont rejoint l'armée d'Angleterre. Si le roi agit ainsi, c'est car il a été trompé par les jésuites et par le confesseur du roi qui est le père de Lachaise. L'ingénu veut profiter de son passage à Versailles pour parler à monsieur de Louvois et dire la vérité au roi. Sans que l'ingénu le sache, la conversation a été entendue par un espion jésuite. L'ingénu arrive à Versailles et demande à parler au roi, ce qui fait rire les porteurs de chaises qu'il bat. Un garde bas-breton lui indique que pour parler au roi, il faut d'abord être présenté par monseigneur de Louvois. Cependant le garde lui conseille de s'adresser à monsieur Alexandre qui est le premier commis de la guerre. Puisque monsieur Alexandre n'est pas disponible, il se rend chez le premier commis de monsieur Alexandre. L'ingénu attend longuement le premier commis dans l'antichambre. Lorsque le premier commis paraît, l'ingénu demande sa récompense. Le premier commis lui dit qu'on lui accordera probablement le droit d'acheter une lieutenance. Cela ne convient pas à l'ingénu qui ne comprend pas pourquoi il devrait payer quelque chose alors qu'il a risqué sa vie. Au fur et à mesure que l'ingénu parle, le premier commis le prend pour un fou. Le père de Lachaise reçoit une lettre de l'espion qui accuse l'ingénu de favoriser le sort des Huguenots et de condamner les jésuites. Monsieur de Louvois reçoit une lettre du bailli qui dépeint l'ingénu comme une personne qui veut brûler les couvents et enlever les filles. Durant la nuit, l'ingénu est enlevé dans son lit et mené à la Bastille. Il est enfermé dans une cellule qu'il partage avec un dénommé Gordon. Monsieur Gordon console l'ingénu qui ne peut pas lui dire l'objet de son malheur, tant il lui est inconnu. Alors que Gordon y voit un dessein de Dieu, l'ingénu pense que le diable est derrière ses récentes aventures. Gordon dit être emprisonné, car il est janséniste et qu'il ne reconnaît pas l'autorité suprême du pape. Monsieur Gordon est un homme instruit qui apprend beaucoup de choses à l'ingénu. Le jeune homme finit par croire que les hommes font partie d'une machine immense qui représente l'âme de Dieu, ce qui fait que Dieu est l'auteur du péché. Gordon essaie de le convaincre du contraire, mais sans y arriver. L'ingénu apprend l'histoire et comprend que les gens sont méchants. Il ne cesse de penser à Mademoiselle de Saint-Yves ainsi qu'à son oncle et à sa tante, qui sans nouvelles de lui, doivent le prendre pour un ingrat. Grâce au livre, l'ingénu se transforme de brute en homme. Il s'aperçoit qu'en Huronie, les habitants s'intéressent peu à leur passé contrairement aux habitants d'Europe ou de Chine. Il est contre les personnes qui inventent des origines frauduleuses aux nations. Il apprend que des personnes sans éducation ont produit un contre-édit contre l'empereur Justinien qui a dit que la vérité luit de sa propre lumière et qu'on n'éclaire pas les esprits faibles avec les flammes d'un bûcher. Il apprend que des hommes incapables de rien produire dénigrent le travail des autres. Il comprend dans quel néant il se serait enfermé s'il n'y avait pas eu Gordon à ses côtés. L'ingénu prend connaissance de la littérature. Des écrits lui rappellent Mademoiselle de Saint-Yves. Parmi les comédies, il préfère le Tartuffe. Il aime les tragédies grecques après avoir lu Racine. Alors que Gordon pense que Rodogune est le chef-d'œuvre du théâtre, l'ingénu ne pense pas beaucoup de bien de la pièce. De leur côté, monsieur et mademoiselle de Kercabon apprennent que l'ingénu est allé à Versailles et qu'il y a été enlevé. Mademoiselle de Kercabon veut se rendre à Paris afin de tirer son neveu de mauvaises affaires et a encore le souhait de le faire devenir sous-diacre. Elle et son frère partent pour Paris. Sur place, ils sont perdus et personne ne souhaite les aider. De son côté, Mademoiselle de Saint-Yves est toujours amoureuse de l'ingénu. Le bailli presse un mariage entre elle et son fils que Mademoiselle de Saint-Yves déteste. Elle souhaite se rendre à Versailles afin de demander la libération de l'ingénu. Elle s'enfuit le jour de son mariage.
Après avoir constaté sa disparition, l'abbé de Saint-Yves, le bailli et son fils partent à sa poursuite. À Versailles, elle rencontre le garde breton qui lui indique que l'ingénu a été enlevé après avoir parlé au premier commis. Ce commis lui apprend que l'ingénu est enfermé à la Bastille et lui recommande de s'adresser à monsieur de Saint-Pouange qui pourrait faire fléchir monseigneur de Louvois. L'ingénu apprend rapidement les sciences de l'homme notamment grâce à son absence d'éducation durant son enfance, ce qui lui a permis de ne pas avoir de vision biaisée. Il remet en doute l'existence de Dieu, ce qui fait douter le janséniste Gordon. L'ingénu se plaint de sa situation et idolâtre la Huronie et l'Angleterre où on ne l'aurait pas traité de telle manière. Il parle de mademoiselle de Saint-Yves à Gordon, qui jusque-là considérait l'amour comme un péché. Mademoiselle de Saint-Yves se rend chez monsieur de Saint-Pouange avec son amie la logeuse. À la porte, elle croise l'abbé de Saint-Yves qui en sort. Monsieur de Saint-Pouange écoute le discours de mademoiselle de Saint-Yves et lui dit de revenir le soir même. Le soir venu, monsieur de Saint-Pouange lui apprend que son frère est venu demander une lettre de cachet contre elle et il lui montre les lettres du bailli et de l'espion contre l'ingénu. Monsieur de Saint-Pouange peut faire libérer l'ingénu et accorder des privilèges, si mademoiselle de Saint-Yves lui accorde certaines faveurs. Mademoiselle de Saint-Yves est choquée de la proposition. De retour chez la logeuse, mademoiselle de Saint-Yves se confie à elle et la logeuse lui conseille de parler au père Touattous. Mademoiselle de Saint-Yves se confie au père Touattous. Ce père veut faire enfermer un tel homme, mais après avoir appris qu'il s'agit de Saint-Pouange, il change d'avis. Il lui dit qu'il n'y a pas de mal à se donner à Saint-Pouange, car l'intention qu'a mademoiselle de Saint-Yves de délivrer l'homme, qui sera son mari, est pure. Mademoiselle de Saint-Yves songe à se donner la mort face à ce dilemme cornélien. La logeuse confie à mademoiselle de Saint-Yves que le poste qu'occupe son mari a été obtenu grâce à son sacrifice. Elle la pousse à céder à Saint-Pouange, car elle n'agira en définitive que par excès de vertu. Mademoiselle de Saint-Yves veut parler au roi, mais la logeuse lui dit l'inutilité, voire la dangerosité de cette démarche. Les deux femmes reçoivent une invitation de Saint-Pouange pour souper, ainsi que des boucles d'oreilles en diamant. Mademoiselle de Saint-Yves tente de résister, mais finit par se laisser mener au souper. La logeuse lui met de force les boucles d'oreilles. À la fin du repas, mademoiselle de Saint-Yves et Saint-Pouange sont laissées ensemble. Elle finit par se rendre. Le lendemain, mademoiselle de Saint-Yves se rend à la prison pour délivrer l'ingénu grâce à l'ordre de Saint-Pouange. Lorsqu'elle revoit son amant, sa trop grande émotion la fait s'évanouir. Après les questions de l'ingénu, elle lui révèle la vérité sauf le fait qu'elle a dû se donner. L'ingénu ne comprend pas ce qu'a dû faire mademoiselle de Saint-Yves pour le libérer de prison et obtenir des récompenses. Il pense que la beauté et la vertu y sont pour quelque chose. L'ingénu lui demande de procéder de même afin de libérer Gordon. Mademoiselle de Saint-Yves écrit à Saint-Pouange. L'ingénu et mademoiselle de Saint-Yves logent dans la même maison que l'abbé de Saint-Yves. Mademoiselle de Saint-Yves obtient l'ordre de libération de Gordon et a rendez-vous avec Saint-Pouange le lendemain. Elle donne l'ordre à son amant et refuse le rendez-vous de Saint-Pouange. Mademoiselle de Saint-Yves, son frère, le prieur et mademoiselle de Carcabon se retrouvent réunis. L'ingénu et Gordon font leur apparition. On loue la grandeur et la fermeté, dame de mademoiselle de Saint-Yves. La logeuse vient chercher mademoiselle de Saint-Yves, lui parle et lui montre les diamants. L'abbé de Saint-Yves et l'ingénu comprennent alors la vérité. Mademoiselle de Saint-Yves renvoie la logeuse et les diamants. Sous prétexte de lassitude, elle se met au lit. Au souper, Gordon et l'ingénu animent la conversation en discutant de la noirceur et des lueurs de l'âme humaine. L'abbé de Saint-Yves ne s'oppose plus au mariage entre sa sœur et l'ingénu et on parle de l'avenir du couple. Mademoiselle de Saint-Yves tombe malade. On appelle un médecin qui ne fait qu'aggraver la maladie. L'état d'esprit de mademoiselle de Saint-Yves ne fait qu'accentuer la maladie. Un second médecin est appelé, mais il ne fait qu'aggraver le cas. La mauvaise conscience de mademoiselle de Saint-Yves atteint son organisme. Elle imagine avoir reçu une punition en compensation de sa faute. Elle finit par dire la vérité. L'ingénu lui dit qu'elle n'est pas coupable. Le prieur reçoit une lettre du père de la Chaise qui l'invite lui, l'ingénu et Gordon à rencontrer sa révérence et monsieur de Louvois le lendemain. L'ingénu refuse l'invitation. Mademoiselle de Saint-Yves finit par mourir. L'ingénu est dévasté par la nouvelle et on craint qu'il attente à sa vie. Saint-Pouange, devenu amoureux, vient à la maison, accompagné de la logeuse afin de retrouver mademoiselle de Saint-Yves. Sur place, il apprend la terrible nouvelle et en est touché. Il rencontre l'ingénu et promet de l'aider. L'ingénu devient un officier. Tous les autres personnages reçoivent des bénéfices. Au début du roman, l'ingénu est dépeint comme un être candide, innocent et naïf. Le jeune homme est nommé l'ingénu, car il dit toujours naïvement ce qu'il pense et qu'il fait tout ce qu'il veut.
Plusieurs pensées témoignent en ce sens. Par exemple, il ne comprend pas pourquoi il doit se faire baptiser à l'église au lieu de dans une rivière, car dans le Nouveau Testament, il est écrit que les hommes se sont baptisés dans une rivière. Pareillement, il ne comprend pourquoi il a besoin de demander l'avis de son oncle et de sa tante pour se marier à mademoiselle de Saint-Yves, puisque cette affaire ne doit pas les regarder. Les exemples dans ce roman sont multiples. La naïveté peut être due à la constitution mentale de l'ingénu, mais peut être aussi due à son éducation. En effet, en Huronie, les individus semblent très libres et suivre la loi de la nature avant celle des hommes. Dans cette région, personne ne force personne à prendre telle religion, ce qui fait un contraste saisissant avec la France dans laquelle l'ingénu reçoit des pressions pour se faire baptiser puis pour devenir sous-diacre. C'est cette liberté dans son éducation qui l'empêche de mettre des limites à son comportement. Il a des envies excessives. Par exemple, car mademoiselle de Saint-Yves a été enfermée dans un couvent, l'ingénu souhaite brûler le couvent et d'y enlever sa belle. Il avait également pour idée de mettre son projet à exécution après avoir enrôlé plusieurs jeunes gens. Si sa violence peut le desservir, elle peut aussi lui servir. Ainsi, lorsque les Anglais arrivent en Basse-Bretagne, il prend le parti de se battre contre eux, car ils ont de mauvaises intentions et surtout parce que ces hommes se sont moqués de lui. L'ingénu ne supporte pas que l'on se moque de lui, ce qui le pousse à se battre. C'est le cas avec les Anglais et c'est aussi le cas avec les gardes. À Paris et à Versailles, la corruption est encore plus grande qu'en Bretagne. Alors que le sentiment amoureux prédomine en Basse-Bretagne, la place est laissée au sexe sale à Paris et à Versailles. De plus, l'ingénu arrive dans la capitale au moment de grands bouleversements religieux, suite à la révocation de l'édit de Nantes. Voltaire utilise son œuvre pour faire la satire de plusieurs pans de la société, que ce soit au niveau de la religion ou du pouvoir. L'ingénu cesse d'en être un lorsqu'il est emprisonné avec Gordon et qu'il y reçoit une éducation grâce aux livres et grâce à ses dialogues avec Gordon. La culture l'a transformé de bête en homme. Il sait maintenant se contenir, ce qui lui permet d'avoir la supériorité dans plusieurs situations. Mademoiselle de Saint-Yves, après l'avoir retrouvé, fera le constat du changement qui s'est opéré en son amant. Si l'ingénu apprend de Gordon, Gordon apprend aussi de l'ingénu qui, grâce à son éducation particulière, a des raisonnements sains, privés de préjugés. Gordon, qui est tout d'abord janséniste, oubliera peu à peu ses idées au contact de son jeune ami. C'est enfermé que l'ingénu se rend compte de l'importance de la liberté et de la nuisibilité d'eux ou des personnes qui l'ont placé au cachot. L'ingénu ne cesse de penser à mademoiselle de Saint-Yves, même longtemps après son enfermement. Ceci démontre le grand amour qu'il lui porte. De son côté, mademoiselle de Saint-Yves, que l'on aurait pu croire corrompue par la société occidentale, pense toujours à lui un an après l'arrestation du jeune homme. Cela signifie aussi qu'elle lui porte un amour vrai et durable. C'est ce qui rend la proposition de Saint Pouange si difficile pour elle. Elle est placée face à un dilemme cornélien. Soit elle accepte les avances de Saint Pouange et son amant est libéré, soit elle les refuse et l'ingénu reste enfermé. Face à ce choix impossible car mademoiselle de Saint-Yves est pure, elle pense à mourir, ce qui annulerait toute prise de décision. C'est la logeuse qui la pousse à se rendre à l'invitation et à porter les boucles d'oreilles, ce qui permet à Saint Pouange de constater l'accord de mademoiselle de Saint-Yves. Le père Tout-à-Tous pousse également la jeune femme à se donner à Saint Pouange. La logeuse et le père Tout-à-Tous mettent en avant que si mademoiselle de Saint-Yves cède aux insistances de Saint Pouange, ça sera par vertu. Après l'acte, mademoiselle de Saint-Yves a changé. Sa mauvaise conscience la pousse à cacher la vérité à son amant et à ses proches, dont certains finissent par découvrir la vérité. La mauvaise conscience atteint l'organisme de mademoiselle de Saint-Yves, qui tombe rapidement malade et finit par en mourir. Cette mort aurait pu ne pas advenir, si l'abbé, le prieur et sa sœur ne s'étaient pas entêtés à baptiser l'ingénu et à lui refuser le mariage avec mademoiselle de Saint-Yves, car elle était devenue sa marraine. Un refus peut avoir des conséquences significatives par la suite. Comme ils s'attendrissaient l'un et l'autre à se souvenir, ils virent entrer dans la baie de Rance, un petit bâtiment qui arrivait avec la marée. C'étaient des Anglais qui venaient vendre quelques denrées de leur pays. Ils sautèrent à terre, sans regarder monsieur le prieur ni mademoiselle sa sœur, qui fut très choquée du peu d'attention qu'on avait pour elle. Il n'en fut pas de même d'un jeune homme très bien fait qui s'élança d'un saut par-dessus la tête de ses compagnons et se trouva vis-à-vis mademoiselle. Il lui fit un signe de tête, n'étant pas dans l'usage de faire la révérence. Sa figure et son ajustement attirèrent les regards du frère et de la sœur. Il était nu-tête et nu-jambes, les pieds chaussés de petites sandales, le chef orné de longs cheveux en tresse, un petit pourpoint qui serrait une taille fine et dégagée, l'air martial et doux. Il tenait dans sa main une petite bouteille d'eau des Barbades, et dans l'autre une espèce de bourse dans laquelle était un gobelet et de très bons biscuits de mer. Il parlait français fort intelligiblement. Il présenta de son eau des Barbades à mademoiselle de Kercabon et à monsieur son frère. Il en but avec eux. Il leur en fit reboire encore, et tout cela d'un air si simple et si naturel que le frère et la sœur en furent charmés. Ils lui offrirent leur service, en lui demandant qui il était et où il allait. Le jeune homme leur répondit qu'il n'en savait rien, qu'il était curieux, qu'il avait voulu voir comment les côtes de France étaient faites, qu'il était venu, et allait sans retourner. Monsieur le prieur, jugeant à son accent qu'il n'était pas anglais, prit la liberté de lui demander de quel pays il était. « Je suis Huron.
lui répondit le jeune homme. Mademoiselle de Kercabon, étonnée et enchantée de voir un Huron qui lui avait fait des politesses, pria le jeune homme à souper. Il ne se fit pas prier 2 fois, et tous 3 allèrent de compagnie au prieuré de Notre-Dame de la Montagne.